méconnu du grand public, mais bien sûr connu par vous, donc l'inventeur des Jodel, bébé Jodel et tout ça, donc Jean Delémontez. Et donc c'est son fils Jacques, qui est ici présent parmi nous, qui va nous présenter la vie de son papa. Il y a Jacques et Béatrice qui sont sur la tribune avec moi, ont écrit un livre, un petit livre sur la vie de Jean que vous pouvez récupérer à l'entrée là à côté des cafés. Donc je vous invite à vous servir. Et puis après on partira, vu qu'il fait un peu frais, on partira vers des horizons un peu plus lointains. Donc j'ai prévu un final brésilien. Voilà. Donc Luc nous parlera du première tentative de traversée de l'Atlantique Sud sans escale, donc le raid de Pierre de Saint-Roman. Et puis après, Jean-Pierre Blais nous fera une conférence sur un grand aviateur franco-brésilien, si on peut l'appeler comme ça, Santos Dumont. Voilà. Donc on va commencer par un petit film où on peut voir Jean Delémontez. C'était des gens riches qui avaient des avions, il y en avait très peu. J'allais les voir quand il y en passait un, mais aucun contact, bien entendu. Je ne peux pas vous dire comment c'est venu tout seul. À 13 ans, j'ai dit que je ferais des avions. Puis c'est ce que j'ai fait, c'est tout. Pas plus compliqué. J'ai passé le concours des arts et métiers, j'ai été admis, mais mon père ne pouvait pas me supporter la charge parce que j'avais pas de bourse à l'époque, j'étais fils unique, ce qui fait que je suis pas rentré. Puis comme je voulais voir les avions de près, je me suis engagé. À mon 22e anniversaire, l'air était très ferrugineux, 12 méchermites qui vous tirent dessus, un petit carré. J'ai vu ma silhouette découpée, quoi. Dans le capot, j'ai vu ma silhouette. J'ai dit, il faut se barrer. Je me barrais sur le côté. Il y a même un gars qui m'a pris en chasse après. Il m'a tiré dessus. C'était un bon tireur, c'était direct. Je voyais arriver les pruneaux. J'ai dit, 1, 2, 3, celui-là passe, il passe au-dessus, pas de problème. Finalement, avec la densité de ferraille, c'était à peu près du 100% de blessés, du 98 et 99 d'être tués. Je me suis retrouvé avec un seul éclat d'obus dans ma poche qui m'a brûlé les doigts quand j'ai mis la main dans la poche, c'est tout. Alors donc, depuis ce temps-là, ce qui doit arriver, arrive. Tout de suite après-guerre, avec mon beau-père, on a dit faut se faire un avion, parce que les avions de club, ça coûtait cher. On a dit on va en construire un, hein, mais avec le minimum de frais, puis de toute façon on n'a pas grand-chose. Alors, quand on n'a pas grand-chose, ça donne des idées, d'abord, ça rend intelligent. Et puis, ma devise, moi, c'est... faut faire simple, supprimer tout ce qui sert à rien. Alors, et quand il n'y a pas, c'est pas cher, c'est pas lourd, ça tombe pas en panne, c'est la solution. Si vous voulez, j'ai un esprit scientifique. J'accepte pas les choses facilement, il faut toujours qu'il y ait une logique, que ça soit démontré, s'appuyer sur quelque chose de vrai pour être sûr que ça va. Mais quand la logique vous conduit à des conneries, dire hop, je suis quand même un bestiau, il faut que je fasse marcher mes mains maintenant, pas ma tête. Jodel, donc là, c'est moi qui l'ai trouvé. C'est mon beau-père qui s'appelait Joly. Et puis moi, Delémontez, quoi. Alors on a groupé les deux. Faut pas faire plus simple. Oui, il y a des retouches à faire, quoi. Oui, c'est la connerie. C'est la connerie. Il faut savoir ce qu'on veut faire. Et quand on a dit ce qu'on veut faire, il faut faire le minimum pour y arriver, mais il ne faut pas faire de fioritures. Je dessinais au fur et à mesure sur des feuilles de contreplaqué, puis je faisais des épures là-dessus, j'avais pas de table à dessin. Au fur et à mesure que c'était fait, on n'avait plus besoin du dessin et il passait dans la construction. Ce qui fait que j'avais plus rien. Un de mes amis, qui était en escadrille avec moi, m'avait trouvé un moteur Volkswagen qu'on a monté sur le... Et ça, c'était un vrai moteur, presque un moteur d'avion, parce que c'était un moteur qui avait récupéré sur une voiture incendiée, quoi. Et puis après, tout le monde a fait pareil. Et maintenant, il est au musée de l'air, celui-là.
Disons que je suis le type un peu déphasé, parce qu'il y a des choses où je suis évidemment très compétent, puis il y a des choses, ben, je suis ignorant, alors que beaucoup de gens classiques le savent. Moi, je sais rien. Je sais rien. Tant de choses, je sais rien du tout. Puis ça m'intéresse pas, alors je m'en fous. Je suis en train de tourner la dernière bobine, mais j'ai rien compris au film, quoi. On vit sa vie, c'est le cas de le dire. Alors, elle arrive, on ne sait pas pourquoi, on la suit, il y a des embranchements qu'on prend pas, on ne sait pas au juste pourquoi. Quelquefois, on a raisonné un petit peu quand même pour prendre le bon. Quelquefois, on se trompe, mais enfin, c'est un enchaînement qui est dû on ne sait pas à quoi, on ne sait pas au juste où il nous mène, mais enfin, on suit, c'est tout. Bien, bonjour. Vous venez de voir un exemplaire du bébé Jodelle qui est historique, puisqu'en réalité c'était le premier de série, construit par Paul Masnou. Paul était un ami de la famille qui est venu le week-end pour servir de dessinateur industriel. Puisque Jean, lui, était déjà parti sur le D10, c'était sur l'aile du triplace. Hein. Donc, il porte le numéro 11. En réalité, il aurait dû apporter le numéro 1, mais d'Ilias avait été offerte à Vasmer, l'établissement Vasmer à l'histoire. Donc, il porte le numéro 11, mais le PDHK, c'est bien le prototype de série. Voilà. Alors, le bébé Jodelle, à mes yeux, a une importance majeure, puisqu'il contient toutes les idées que mon père avait rassemblées depuis 1936, pratiquement. Et arrivé à Beaune, dans une famille aimante, on peut dire, il a dit, je vais rassembler tout ça. Et le mieux, plutôt que de le prouver par calcul, on va faire une petite machine simple qui ne coûtera pas cher, et puis je vais bien voir si ça marche. Alors, c'est génial, on en reparlera. Alors, ce n'est pas sans émotion, évidemment, que je vais vous parler de Jean, mon père. Il a eu 4 enfants, et puis je suis le seul à avoir perduré, c'est-à-dire j'ai passé mon brevet en 1964 et j'ai jamais arrêté depuis. Voilà. Alors, il fallait parler de cet homme assez méconnu. Si tout le monde connaît ses machines, l'homme était resté un peu dans l'ombre, discret. Très pudique, sauf quand il faisait des remarques aux constructeurs amateurs qui n'étaient pas toujours des remarques sympas. Hein. Donc, il est vrai que nous avons tous volé sur Jodelle. Les qualités de ces avions sont indéniables. Moi je dis c'est des avions à vivre. Dans un avion en bois étoile, on ne ressent pas la même chose que dans un avion en composite ou un avion métallique. Hein. Ils sont très simples. Ils sont, je veux dire, par rapport à la puissance, ils sont rapides et simples en entretien. Voilà. Peut-être passer. Voilà. Donc, ici, vous avez, il est encore au musée de l'air, le FPEPF, qui est le prototype fait à Beaune en 1948. Édouard Joly et Jean Dallet-Montez en ont fait le don au musée de l'air dans les années 60. Et il est dans les réserves et il est prévu de le remonter et de l'exposer. Donc c'est vrai que, oui, 75 ans après, ouais,
je ne peux pas m'empêcher de penser à lui, et je peux vous assurer que à chacun de mes vols dans mon bébé Jodel ULM, il est avec moi. Parce que ce serait... On ne peut pas sous-estimer les liens, non seulement les liens du sang, mais c'est des liens philosophiques qui nous unissent. Voilà. Donc, ce que j'ai essayé de faire, puisque mon père était très absent, il était loin de nous, hein. Il a d'abord été chez Vasmer, après, pendant une dizaine d'années à la SAN, Société Aéronautique Normande. J'ai entendu que ce matin, il y avait quelqu'un de l'aéroclub de Bernay, ici. Et donc, à Bernay, c'était déterminant, non seulement déterminant, mais c'est des années qui ont marqué sa vie, puisqu'il avait carte blanche. Lucien Quéré, dit Gros Minet, était quelqu'un qui savait parler aux hommes et qui travaillait main dans la main avec ses compagnons. Et donc, Jean Delémontez, en tant que Société Jodel, hein, il n'a jamais été en son nom propre, étudiait sur place. Il avait un rapport très total avec les ouvriers. Hein, et il faisait un dessin, il passait à l'atelier pour vérifier si ça se montait. Et puis par la suite, le plan qu'il avait fait, on le mettait en fabrication. Mais il n'a jamais rien fait sans l'avis des compagnons. Il était de cette ancienne école que l'on a tous aimé, où on donne priorité à celui qui travaille. Donc vous avez vu, il a des propos très simples, comme il dit de mécanicien de l'armée de l'air, où il dit moi je veux faire simple, ça sert à rien, donc on l'enlève et je garde le principal. Donc le mot optimiser chez Jean a été mis à l'honneur, et qui ne peut pas dire qu'un Jodel est optimisé? Qui pourrait dire le contraire? Tout est à sa place, il ne faut pas plus que ça. Et c'est bien comme ça. Donc, je voulais ajouter par rapport à ce passage que j'ai fait absolument tout en mon pouvoir pour me rapprocher de mon père qui vivait de loin de nous. Donc il m'a laissé ses archives, je l'ai enregistré longuement avec son autorisation, et donc ce qui nous a permis, avec l'aide de Béatrice et aujourd'hui de Paul Dame, qui nous a permis de faire ces 50 pages où pour moi il y a l'essentiel. Je pourrais apporter une suite, mais je peux vous assurer que c'est l'essentiel. C'est un hommage que l'on rend à Jean. C'est pas pour me faire de la pub. Donc on dit qu'il est né bien sûr en 1918. Dès 1935, il sortait d'un lycée professionnel avec un brevet industriel au lycée de Vaucanson à Grenoble. Et dans la foulée, il s'est présenté au concours des arts et métiers à Cluny, en Bourgogne, et il était admissible. Mais à 17 ans, mais pas de chance, il fallait une bourse, puisque pour vivre à Cluny, on avait besoin, quand même, il avait besoin de quelques moyens. Il n'a pas eu la bourse, à sa grande déception, et donc il a devancé l'appel immédiatement. Il s'est engagé pour 5 ans, et il est rentré à l'école des mécaniciens de l'armée de l'air à Rochefort. Donc c'était une école prestigieuse où vraiment il faisait des journées terribles, très très bien remplies.
Et puis, après son année de stage, on lui a proposé 2 affectations, étant donné ses très bonnes notes, qui le rapprochaient de ses parents qui étaient à Grenoble. Et donc, il a accepté l'affectation de Beaune. Et il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps avant qu'il entende parler de quelqu'un qui volait sur un pouls du ciel à Beaune. C'était Édouard Joly, mon grand-père. On imagine la suite. Donc, il l'a dit dans sa vidéo, dans la vidéo que vous venez de voir, qu'il a tout de suite eu une approche mathématique et scientifique, et j'ai signalé qu'il était un des premiers à avoir utilisé les tables de calcul de Lucien Malavard. Ces tables de calcul, paraît-il, que l'on trouve encore dans les tableaux Excel destinés à l'aéronautique, eh bien, lui ont permis d'optimiser son aile au niveau allongement, au niveau profil. Et il ne partait pas comme ça, pas au hasard. Hein. Il s'est appuyé sur des connaissances passées et puis sur son intuition. Puisque il avait réfléchi, il avait déjà réfléchi à tout ça. Pour lui, ce qui le hantait, c'était de vouloir un vol économique, parvenir au vol économique. Alors, vous parlez le D9, hein, avec son moteur Poinsart 25 chevaux, c'était une petite machine, qui coûtait rien à construire, et puis qui coûtait rien en entretien. Voilà. Donc, oui, je vous ai dit, sa formation, hein, c'est un autodidacte pur, puisque du lycée professionnel Vaucanson à Grenoble, il a fait une année à Rochefort, et puis après, il s'est trouvé en escadrille, hein, en escadrille à la BA 102 à Dijon. Et là, son école, c'était les mains dans le cambouis, tous les jours, en tant que 2e classe, avant de faire un peloton. Il réparait des machines anciennes, et bien sûr c'était cette machine qui attendait les bleus qui arrivaient, hein. Avant d'être responsable de son propre avion, il a fait ses armes là-dessus. Donc oui, alors là c'est oui, c'est Béatrice. C'est Béatrice ici présente qui parle de double ADN. On peut parler d'un double dièdre, mais je pense que l'ADN, il doit être le même. Alors, moi, il me restait qu'une seule chose à faire. Il me restait, au moment de ma retraite, de dire intellectuellement, je vais essayer de revivre ce qu'ils ont vécu. Édouard Joly, mon grand-père, et mon père, Jean Desmontais. Et la meilleure façon, c'était de construire, hein, d'apprendre. J'avais bien des notions, quelques connaissances, mais tous ceux qui ont construit, vous savez qu'on part de pièces, hein, pour arriver à quelque chose en volume. Et puis quand le bois est fini, on rapprend autre chose. Puis quand cette 2e chose est finie, on en apprend une 3e. Puis un jour, au bout de 5 ans, on dit tiens, c'est curieux, mais j'ai fini. Voilà. Merci beaucoup, Jacques, pour ce témoignage très très émouvant. Je pense qu'il y a plusieurs choses à retenir au-delà de cette affaire familiale. On en a beaucoup parlé ce matin, c'est la question de la transmission. Jean, dès le début, a transmis son appareil au musée de l'Air. Alors ça, peut-être qu'Alexandre en parlera un peu, mais sachez que le musée de l'Air a un autre gros projet concernant l'aviation légère,
sportive et commerciale depuis 1945. Et dans ce cadre-là, il y a peut-être une possibilité de réexposer le Jodel. Voilà. Donc ça, c'était important à dire. Et puis je pense aussi que c'est la commission mémoire, c'est aussi le lieu pour mettre en avant cette aviation française un peu méconnue. Parce qu'on parle souvent des grandes industries, Concorde, Airbus, etc. etc. Mais c'est aussi le fait d'ingénieurs comme Jean Delémontez. Et ça, c'est extrêmement important de conserver la mémoire, donc à la fois par des témoignages filmés, des machines, des écrits. Et puis Jacques, je pense que je peux le dire, va aussi transmettre des plans au musée de l'Air prochainement. Voilà. Merci beaucoup, Jacques. Est-ce que vous avez des questions? Il y a Yvan tout au fond. Voilà. Allô, oui, ça marche. Oui, alors, effectivement, Jean Delémontez, un grand monsieur de l'aviation. Moi, je voulais simplement souligner le fait que j'ai appris sur Jodel D112. Et donc je voulais simplement aussi vous dire à tous tout ce qu'a apporté Jean Delémontez avec Édouard Joly dans l'aviation légère française notamment, mais mondiale aussi, parce que c'est grâce à lui que les aéroclubs ont pu être dotés d'avions aussi économiques. On a parlé du bébé Jodel là. Nous on l'appelle les Jojo hein, dans notre langage. Et donc c'est vraiment des avions exceptionnels en bois étoile, simples à construire. Il y en a eu en construction amateur, il y en a eu aussi, on a le président de la fédération RSA qui est là, et donc il connaît bien le sujet. Il y en a eu en usine, hein, Vasmer, on a construit à la Sanne, Société aéronautique normande. Et puis bien après, il y a eu aussi les avions Robin aussi, puisque Jean Delémontez a participé aussi à la conception des fameux DR400, hein, pour nommer que cela. C'est aussi le Jodel Sicile Record, hein, donc Sicile Record, c'est pas pour faire joli le nom record derrière, parce que justement il a battu les Italiens sur certains rallyes. Donc c'est toute une épopée de l'aviation et enfin en tout cas moi comme j'ai appris à piloter sur ce genre d'avion, j'en suis vraiment très reconnaissant à votre papa d'avoir développé ces avions et je continue à en faire parce que dans notre aéroclub à Berny on a un Vasmer Jodel D120 Paris-Nice fabriqué donc à Issoire par les avions Vasmer et puis on a des DR400 aussi, donc on continue à perpétuer hein, cette histoire des avions Jodel et des avions Robin aussi. Donc bravo à Jean Delémontez et merci pour ce témoignage. Oui, juste deux remarques. Jean Delémontez, c'est un membre d'honneur du RSA, évidemment. Et il est très modeste quand il dit qu'il a tout fait à l'intuition et à l'observation, parce que ce dièdre qui est reporté en bout d'aile, en fait, techniquement, c'est très efficace. Ça permet à l'aileron de travailler dans de meilleures conditions et donc de ne pas décrocher, ce qui fait que les Jodel et toute la famille sont des avions très sûrs. Et puis, entre les modèles qui sont faits pour l'école et ceux qui sont faits pour le voyage, cette partie extérieure de l'aile est également très différente. Il ne faut pas croire que c'est la même solution appliquée partout. Et puis, un autre point... Je voudrais parler d'Henri Mignet, qui est le fondateur du RSA, pour le coup. Et il y a actuellement une exposition à Bois-Colombes. Si vous avez l'occasion d'y aller, ils ont exposé le HM14 qui a été prêté par le musée de l'Air. Et il y a des sources documentaires qui sont exceptionnelles. J'ai appris des choses en allant visiter ça. Donc c'est jusqu'au 2-3 décembre, vous avez encore le temps d'y aller. Philippe, il y a le micro juste derrière toi. Oui, je voudrais rajouter deux choses importantes. On trouve les Jodel dans le monde entier, donc, y compris aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, en Australie. Et la deuxième, c'est que cette aile est unique au monde, à part un avion néo-zélandais, justement, mais le dièdre est plus... Enfin, je veux dire, la longueur du dièdre est plus importante. Donc, c'est pas la même chose que les Jodel. Ah, il y a encore une question. Oui, bonjour monsieur. Dans le film sur votre père, là, il fait donc
qu'il raconte son expérience là, de mitraillage. Il y a une photo qui traîne sur Internet, là on le voit en blouson de cuir avec casquette devant ce qui doit être un MS-406. À quelle unité appartenait-il? Et j'ai vu qu'après il était parti à l'AIA. Et on ne trouve pas d'autres infos sur sa période de combattant pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Donc il était en escadrille. Il était en escadrille à Dijon, d'abord au 2-7, puis par la suite au 3-7. Et puis, comme dans cette guerre qui était vraiment la sale guerre, les escadrilles étaient dispersées, mais lui, il était attaché à son Morane, son Morane 406. Là. Et il s'est retrouvé dans le sud-ouest, près de Toulouse. Et donc, il s'est retrouvé en activité à l'AIA, qui était à l'époque sous contrôle allemand. Et les ouvriers français essayaient de travailler et d'entretenir le matériel dans ces conditions déplorables. Donc, c'était dur, c'est bien expliqué sur le petit bouquin, c'était très très dur pour lui. Et comme il était libérable en 1941, il s'est trouvé à devoir se rengager pour 1 an. Et là, il est rentré au bureau de dessin à Toulouse-Blagnac, où il est devenu dessinateur projeteur à l'usine de Blagnac. Vous pourrez retrouver une petite anecdote où à cette époque-là, il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose en défense passive, en résistance passive. Donc il avait réussi de son poste à glisser un fil à freiner dans les conduites d'huile, des conduites d'alimentation d'huile, et sans que ça se voie. Et donc les avions pouvaient décoller, faire avant d'arriver en Méditerranée, puisque ces blocs de 131 étaient destinés à ravitailler l'armée de Rommel. Donc il y a 5 blocs de 131 qui se sont trouvés au tapis. Les pilotes étaient heureux parce qu'ils étaient indemnes. Donc voilà, en fin de compte, il est resté assez peu de temps à Toulouse. Il a dû arriver en 41 et puis il a quitté en 43. Quand l'usine, au moment où l'usine commençait à être bombardée par les Anglais ou les Américains. Et c'est là qu'il s'est rappelé qu'à Beaune, il y avait la famille Joly qui ne demandait pas mieux que de le recevoir. Donc Édouard Joly a fait une lettre par laquelle il était engagé comme travailleur agricole, et comme il était devenu civil, il avait droit au travail au STO, au travail obligatoire. Donc en travaillant dans une entreprise de travaux agricoles, il échappait, les lois Pétain, il échappait à ceci. Donc du moment où il est arrivé à Beaune, il a trouvé son nid, et il a, dans un premier temps, fait de la réparation de planeurs à la Maison Joly, et puis il a très vite, il s'est mis sur ses projets personnels. Est-ce que j'ai répondu? Parfaitement, merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas d'autres remarques, on va continuer. Juste, j'ai oublié de ne pas présenter Béatrice qui s'échappe de la scène. Béatrice de Rênal, donc qui a beaucoup aidé Jacques à rédiger ce texte sur Jean. Voilà. Merci à vous deux. Vous pouvez rester.